Alors je vais passer à mon intervention sur la partie des usages des noms de lieux-dits pour les crus du Beaujolais. Alors un petit rappel sur la réglementation. Le terme climat n'existe plus depuis la création des cahiers des charges en 2009. Auparavant, on pouvait utiliser le terme climat. Depuis 2009, il n'existe plus dans le cahier des charges. Donc un petit extrait du cahier des charges qui est en vigueur actuellement. Il est précisé que l'étiquetage des vins bénéficiant de l'AOC peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve de 2 conditions. Donc qu'il s'agisse d'un nom d'un lieu-dit cadastré et qu'il figure sur la déclaration de récolte. Autre point, au niveau de l'étiquetage, donc le nom du lieu-dit cadastré doit être inscrit juste après le nom de l'appellation, donc en dessous, pas au-dessus, et être imprimé en caractères plus petits et moins hauts que les caractères utilisés pour le nom de l'appellation. Et avec la même orthographe que celle du cadastre. Voilà. Donc ça, c'est actuellement, toutes les cuvées, qu'elles soient Beaujolais, Beaujolais Village et Cru, sont sous ce régime-là dans le cahier des charges. Donc, il y avait un article en 2014 qui avait été fait pour bien rappeler les règles d'usage quand on souhaite mettre en avant un lieu-dit sur son étiquette. Un petit rappel également sur le système pyramidal en place en France par l'INAO. Donc on constate que c'est bien pyramidal avec une organisation hiérarchique entre les appellations, avec des aires de production emboîtées, qui présentent des produits de même nature et dont les distinctions reposent sur 2 points. La délimitation de plus en plus restreinte et des conditions de production également de plus en plus restreintes. Si on l'applique au Beaujolais, on constate donc là effectivement les appellations avec des conditions de rendement d'appellation qui sont plus restrictives, plus on monte vers le haut de la pyramide. Donc si on positionne les cuvées lieux-dits actuellement, telles qu'elles sont mises en avant sur les étiquettes, par exemple pour les crus du Beaujolais, on est bien ici. Donc l'objectif à terme pour le vignoble, si on tend vers une démarche de hiérarchisation, c'est de tendre vers le sommet de la pyramide. Donc à ce sujet, quand on souhaite faire évoluer un cahier des charges et monter vers le haut de la pyramide, il y a plusieurs points à rassembler pour constituer un dossier. Donc je vous les ai résumés ici. Donc, il y a la partie description du milieu physique de l'aire de production, donc la géologie, la pédologie, la climatologie, les paysages, ça compte également. L'usage, donc un point important, c'est comment on fait concernant les modes de conduite, la vinification, l'élevage, est-ce que c'est pratiqué ou pas, l'antériorité de l'usage des noms de lieux-dits. Après, un point important également, c'est les travaux concernant la typicité des vins. Donc mettre en avant des travaux de dégustation pour montrer effectivement une segmentation sur le volet sensoriel et pouvoir être capable de mettre en avant des cuvées qui sont issues de lieux-dits au niveau sensoriel. Les éléments économiques sont importants également de par les circuits de distribution, les prix de vente, qu'ils soient vrac ou bouteille, également les prix moyens qui sont constatés, donc les prix auxquels les consommateurs peuvent toucher et acheter les bouteilles. Et puis, dernier point non négligeable, c'est la liste des lieux-dits potentiellement classables dans un dossier de hiérarchisation, donc quand on parle de premier cru par exemple, avec le choix des lieux-dits et les conditions de production plus restrictives, puisque comme je vous l'ai présenté avant, il y a toujours la notion de conditions de production plus restrictives. Donc ça peut être sur le degré, ça peut être sur le rendement ou d'autres facteurs. Voilà, donc les acquis, on ne part pas de zéro, hein, on a déjà des belles cartes des sols sur lesquelles figurent les lieux-dits cadastrés, donc ça c'est un travail important qui a été conduit et qui est en train de se terminer pour la partie Beaujolais Village. Donc pour les crus, il y a actuellement 10 cartes avec une carte par cru, une carte de l'ensemble des crus. Donc ça c'est vraiment pour la partie sol. Et puis par rapport aux usages, il y a eu un travail qui a été fait par la Sicarex Beaujolais l'IFV en 2014 et 2015. On a fait une enquête auprès de viticulteurs et de coopératives et de négociants pour évaluer les pratiques
commerciales et pratiques œnologiques sur les cuvées bouteilles. Donc on s'est attaché aux bouteilles commerciales. On a regardé donc à la fois les bouteilles avec mise en avant de lieu-dit et également les bouteilles sans mise en avant de lieu-dit pour faire un distinguo sur les pratiques entre les pratiques des cuvées lieu-dit et les pratiques sans cuvée lieu-dit. Donc on a regardé les usages, quels étaient, là vous avez un exemple sur le cru Morgon, quels étaient les lieux-dits mis en avant, par rapport également représentés sur des volumes, depuis quand, par exemple sur les cuvées lieux-dits ici, on voit qu'il y a un tiers des cuvées actuellement qui existaient déjà avant 1980, donc c'est un usage assez ancien. Également sur les prix, donc là, entre une cuvée lieu-dit et une cuvée non lieu-dit, il y a un écart de prix de 57%. Donc ça, c'est les prix de vente caveau, TTC. Et puis là, la répartition des différents des volumes par type de prix de bouteille. Également, sur les marchés, là, sur l'exemple de Morgon, en fait, on a un circuit de vente CHR pour les cuvées lieu-dit qui est plus important, donc ils sont plus présentes dans les CHR. Et sur la partie des pratiques œnologiques, on a interrogé par rapport aux durées de cuvaison, donc des cuvaisons qui étaient généralement plus longues pour les cuvées lieu-dit, plus d'éraflage, plus de pigeage et plus d'élevage en fût. Voilà, donc toutes ces fiches sont disponibles auprès de l'ODG des crus qui peut vous les mettre à disposition. Et il y a eu plus de 400 répondants, donc c'est un travail qui reflète assez fortement les bouteilles actuellement commercialisées. Et donc ça a donné lieu également à une publication dans la Revue française d'œnologie, donc il y a les résultats complets. Sur le volet usage, en fait, on a profité de la venue de journaliste Jacques Dupont, qui est journaliste au Point, qui est venu début février déguster des cuvées lieu-dit. Il a fait un appel et il a voulu souhaiter venir déguster des crus du Beaujolais avec mise en avant de lieu-dit cadastrés revendiqués sur l'étiquette. Donc Inter-Beaujolais a mis en place un appel à échantillons avec les critères de pouvoir fournir des cuvées commerciales disponibles à la vente de millésimes 2014 ou antérieurs, habillées dans leur conditionnement final et avec bien mise en avant du lieu-dit cadastré sur l'étiquette. Donc en fait, on a profité de cet appel à échantillons qui était assez unique pour exploiter ces informations qui est dédiées à ces cuvées. Donc, à la fois dans le cadre du projet de hiérarchisation et dans la dynamique de caractérisation des terroirs, pour pouvoir avoir une photo sur les usages avec l'inventaire des cuvées lieu-dit présentées et également les caractéristiques mises en avant sur les fiches de renseignement qui accompagnaient les bouteilles. Donc, je vais vous faire une petite présentation des échantillons qui sont arrivés dans le cadre de cette appel à échantillons. Donc au total, il y a eu 245 échantillons. Donc 179 répondaient aux critères de l'appel à échantillons. Et donc 66 ont été écartés donc pour les raisons suivantes. Donc il y en avait 15 qui ne comportaient pas le lieu-dit sur l'étiquette, donc elles ne pouvaient pas être dégustées. 20 n'étaient pas un lieu-dit cadastré. Donc vous avez ici les noms de cuvées qui étaient présentés avec le cru auquel ça se rattachait et entre parenthèses c'est le nombre de cuvées correspondantes. Donc là, à travers cette information, on voit qu'il y a des usages qui existent. Par exemple, on voit pour Roche-Grès, on totalise 5 cuvées avec la mention de Roche-Grès à Moulins-à-Vent, mais donc c'est pas un lieu-dit cadastré. Mais par contre, il y a un usage de mettre en avant une parcelle. Pour 31 échantillons, la mise en avant du lieu-dit n'était pas conforme au lieu-dit cadastré. Par exemple, vous avez ici tous les motifs, il y avait domaine de quelque chose, par exemple ici domaine des chers, c'est le lieu-dit cher, mais en fait on ne sait pas quand on regarde l'étiquette si c'est une cuvée chère ou pas, parce qu'en fait c'est le domaine qui porte le nom du lieu-dit.
Donc là, c'était le cas de quand même beaucoup d'échantillons. Il y avait 13 échantillons où le lieu-dit portait le nom le domaine portait le nom du lieu-dit. Donc c'était le cas de cuvée Château 2, Clos 2, Terre 2, Coteau, etc. Et donc vous avez ici les crus qui étaient concernés par ce cas de figure. Donc si on se focalise sur les échantillons qui ont été dégustés, qui étaient conformes à l'appel à échantillons, donc ça représente 1,4 million de bouteilles, 10 000 hectolitres. On a le nombre ici de cuvées par cru. Donc on voit ici que les cuvées les plus représentées étaient issues de l'appellation Morgon, Fleury et Moulin à Vent. Et ici, vous avez le nombre d'échantillons par millésime avec les volumes correspondants. Bon, il y avait majoritairement des cuvées de 2014 puisque c'est le dernier millésime en vente. Mais également, c'était intéressant, je pense, d'avoir un retour sur des cuvées plus anciennes, notamment sur le volet usage. Alors ici, vous avez l'ensemble des lieux-dits qui ont été présentés dans cet appel à échantillons, donc classés par cru. Au total, il y a eu 62 lieux-dits différents. Vous les avez listés ici, sachant qu'ils ont été écrits de la façon là, juste telle qu'elle est stipulée dans le cadastre. Donc, sur cette colonne ici, on a le nombre total de lieux-dits revendicables, c'est-à-dire le nombre qu'on constate de lieux-dits sur l'aire d'appellation de chaque cru. Donc on voit qu'on a presque 600 lieux-dits au total dans l'ensemble des 10 crus du Beaujolais et donc les usages ont porté par rapport à cet appel à échantillons sur 62. Donc ces mêmes chiffres présentés sous forme de pourcentage, là il faut lire qu'en fait 24% des lieux-dits, il y avait 24% de l'ensemble des lieux-dits potentiels qui ont été présentés à l'appel à échantillons. Pour le cas de Fleury. Donc on va dire que c'est le cru Fleury qui a la part de lieux-dits revendiqués le plus important en nombre de lieux-dits. Au-delà des usages des lieux-dits, ce qui était important aussi, c'est de pouvoir profiter de la fiche de renseignement qui accompagnait les bouteilles. Elles ont toutes été saisies. Dessus, on avait des informations sur l'âge moyen des vignes, le rendement, les prix de vente également, et depuis quand les cuvées étaient revendiquées. Donc, sur ce tableau, vous avez les 15 lieux-dits les plus fréquemment rencontrés dans le cadre de cet appel à échantillons. Donc là, quand on lit ce tableau, on voit que le lieu-dit Au Charme, à Morgon, il y a eu 20 cuvées présentées à cet appel à échantillons. Donc l'âge moyen des vignes était de 54 ans. Au total, ça représentait 107 000 bouteilles. Quand on avait l'information du rendement, donc on a pu calculer la surface correspondante. Donc ça représentait presque 19 hectares, avec un prix moyen de 11,20 €. Et le prix maximum constaté sur l'ensemble de ces 20 cuvées était de 20 €, donc c'est des prix TTC, un départ cave. Le nombre moyen d'années de revendication était de 9 ans. Et le nombre maximum d'années de revendication parmi ces 20 cuvées était de 33 ans. Donc des cuvées qui étaient revendiquées depuis assez longtemps. Donc ce tableau est riche en informations. On voit globalement que les prix maximum sont de moyenne supérieure à 15 €, qu'on a un usage moyen de 17 ans sur les revendications, avec des revendications qui peuvent être très anciennes, datées de début du siècle dernier. Et donc des écarts de prix aussi importants entre l'écart moyen et le prix de vente le plus élevé constaté. Voilà, on pensait utile de pouvoir exploiter ce type d'appel à échantillons. Comme je le reprécise, c'était nouveau qu'un journaliste souhaite déguster vraiment des cuvées lieux-dits avec un objectif vraiment particulier. Donc on a profité de la venue de Jacques Dupont pour recueillir son avis également.
Donc on va vous proposer une petite vidéo puisqu'il a été interviewé. On dégustait depuis longtemps dans les crus ou ailleurs des vins avec des caractéristiques différentes. On le savait grosso modo, mais on n'en avait pas vraiment les preuves sous le nez, quoi. Donc de voir les terroirs différents, de les comprendre, de les déguster en ayant ce savoir, c'est très très intéressant. J'avais très envie de le faire parce que ça fait un moment qu'on en parle, que je savais qu'il y avait cette étude. Et puis, pour moi, c'est une nécessité de mieux comprendre sur un même village les différences de goût. Des fois, on part un peu sur des dégustations, allez, on fait tous les morgons ou tous les chiroubles, et on s'aperçoit que si on va un peu vite, on va disqualifier certains vins et très bien noter d'autres. Alors que si on a une lecture des terroirs, et si on prend le temps aussi, parce que la dégustation c'est du temps, on s'aperçoit que en fait, c'est significatif de différences de terroirs. Il y a le savoir-faire du vigneron, mais il y a aussi, sur les sols argileux, on n'a pas la même chose que sur des sols rocailleux, quoi. Et avoir ça, le comprendre, c'est aussi une approche pour la dégustation, pour le futur, un peu différente. On s'aperçoit déjà de plusieurs choses. Les différences. Les vins d'argile, les vins de roche, etc. Il y a des vraies différences. On s'aperçoit aussi que la notion de terroir, c'est pas uniquement les sols, l'exposition, etc., mais qu'il y a le savoir-faire et l'historique derrière. On s'aperçoit que certains crus qui ont été mis en avant depuis longtemps, je pense sur Morgon, au Charme, et à la Côte du Py, on s'aperçoit que le fait que ces terroirs-là aient été travaillés depuis longtemps, qu'il y a une notoriété dessus, que les vignerons ont échangé, il y a plus, la dégustation fait sortir des vins plus homogènes, quoi. On a une dégustation plus homogène, c'était très lisible sur les Charmes, par exemple, ce matin, alors que des crus qui sont moins connus, des lieux-dits moins connus, je veux dire, peuvent être un peu plus hétérogènes. C'est un peu la leçon qu'on a. Mais surtout, ça montre que la construction d'un lieu-dit n'est pas uniquement une représentation géologique, mais aussi tout ce qu'on dit du terroir, c'est-à-dire un sol propice à la vigne, plus le travail des hommes. Pour le Beaujolais, il y avait une vraie nécessité à montrer qu'il y a ces différences, qu'on peut monter en qualité sur certains endroits, et la seule façon de le faire, c'est effectivement de mettre en évidence ces différences géologiques. C'est un endroit incroyable, quoi. Comme il est situé entre cette vallée de la Saône, et puis d'un seul coup, on a cette espèce de bloc de granit. Et quand on regarde le bloc de granit de plus près, on s'aperçoit que c'est pas uniquement un bloc de granit, mais que c'est une espèce d'enchevêtrement de terroir particulier, et que justement, à partir de là, on peut construire des vins différents. Donc, meilleure connaissance à mon avis pour les producteurs, et par ailleurs pour les acheteurs, plus on ira vers la diversité, meilleur ce sera, quoi. Pour un acheteur, il n'achète pas du Beaujolais, là il va acheter maintenant des choses avec des climats. Actuellement, le papier n'est pas encore sorti, mais bon, je pense qu'on sera tous informés quand il sortira et devrait être positif quand même par rapport à la mise en avant des cuvées de lieu-dit. Je vous remercie de votre attention.